Ben, d'accord, moi je ne partage pas l'avis de mes prédécesseurs. Hein, ben voilà. D'abord, le programme de société est différent du projet de société. Le projet, c'est une idéologie, c'est des projections. Quand on parle du programme, c'est tout commun, on se donne un canevas et on s'évertue à trouver les moyens de les matérialiser. Dans le cadre des élections présidentielles, quand on fait les analyses des programmes, on ne peut les dissocier des personnes qui les portent. Dans le cas du RHDP, la personne qui porte le programme, c'est le président Alassane Ouattara, qui est au pouvoir depuis 15 ans. Alors, il est quasiment impossible de vouloir se prononcer objectivement sur ce programme sans convoquer ou sans faire l'effort de convoquer son bilan. Alors, moi, je vais prendre quelques éléments. Alors, comme vous voyez, le premier pilier que le RHDP met en avant, c'est la question de stabilité. C'est dans une continuité de logique discursive, puisque le président Ouattara a justifié sa candidature par le fait qu'il semble être le garant ultime pour pouvoir assurer la stabilité. Côté stabilité, il y a quand même des poches de manifestations, des petites poches d'instabilité. À ce niveau, je pense quand même qu'il a fait des efforts. Toutefois, il y a des éléments majeurs qui, pour moi, n'ont même pas été abordés comme il se devait. Lesquels? Le 11 mai, en tout cas c'est en mai 2011, le président Ouattara promet par exemple que la justice sera équitable pour tous. Il n'y aura pas de discrimination. Alors, mais depuis un moment, il y a des griefs de partialité qui ont commencé à émerger. Alors, plusieurs rapports au niveau national et au niveau international l'ont conforté. D'abord, Amnesty, en février, je crois, 2013, a parlé de la loi des vainqueurs, ce que nous on appelait ici la justice des vainqueurs. Le comité des droits de l'homme de l'ONU, en avril 2015, a redit la même chose et déclaré qu'il y avait une influence au niveau de la justice par l'exécutif. Human Rights Watch, en 2018, a interpellé le gouvernement pour leur demander de transformer les discours en actes. Voilà. Alors, le seul cas du côté gouvernemental qui a été fait, qui a été jugé par les organisations comme symbolique, c'est le jugement de Amadé Ouérémi, je crois, en avril 2021. Donc, le chantier de la réconciliation à ce niveau donne le tableau d'une justice unilatérale qui s'est intéressée qu'à un seul camp. C'est pourquoi quand le RHDP, dans son programme, revient sur la cohésion, il est important. Kamena l'a dit tout à l'heure, c'est hier je crois, pendant que le RHDP faisait sa campagne de vertu, il y avait des manifestations. Ce n'est pas parce que des personnes manifestent que la réconciliation n'est pas achevée, mais je pense que les mêmes problèmes qui ont sous-tendu les discours d'il y a 15 ans pour pouvoir équilibrer les relations entre Ivoiriens continuent de demeurer. C'est en ce sens que je trouve la question, contrairement au professeur, il faut une question d'amnistie. Vous dites professeur? Pardonnez? Non, poursuivez. Voilà. Il faut une amnistie générale. C'est vrai, pour les droits de l'homme, ça n'allait pas forcément intéressant, mais si on le fait, ça pourrait ramener le compteur à zéro et permettre à tout ce monde. Moi, je préfère une amnistie générale à une justice unilatérale, à une justice qui est sélective. Autre élément, ce sont les performances économiques qui, pour moi, ressemblent plus à des discours triomphalistes. Hein, ben voilà. Parce que quand on prend la dette, je dis on ne peut pas séparer le programme du candidat qu'est M. Alassane Ouattara du président qu'il a été et des promesses qu'il a eu à faire depuis 15 ans. La dette aujourd'hui a atteint un niveau inquiétant. Voilà. La justification de la dette, c'est dire à quoi est-ce que la dette a servi, on ne sait pas. Il y a aussi la personne d'Alassane Ouattara qui, dans les années 90, avait, je dirais, le sceau du rigoureux venu du FMI, voilà, le FMI avec les critères de transparence. Mais j'ai l'impression qu'on a atteint un record de scandales qui sont restés jusqu'à ce jour impunis. Et ce sont des centaines de milliards qui sont engagés. Ce sont des centaines de milliards qui sont engagés. Donc, le chantier de la corruption, de la lutte contre la corruption est resté opaque. La question de l'éducation demeure. Voilà, je pense que la Banque mondiale a fait un communiqué dernièrement, il y a un peu longtemps, pour dire que c'est bien beau d'avoir des routes et des ponts.
Aujourd'hui, moi, je suis un peu offusqué de voir des Ivoiriens heureux de dire que leurs enfants vont étudier dans certains pays de la sous-région. Voilà. L'école publique n'attire plus. Je ne sais pas qui parmi ce plateau a son enfant dans une école publique. Voilà. Je ne suis pas en train de vilipender. Mais l'éducation est la base de tout. Quel est le bilan? On nous annonce des classes qui ont été construites, oui, mais quel est l'effectif par classe? Est-ce que c'est ce qu'on devait attendre? D'accord. Voilà. Donc je tourne, je pense que sur les questions de santé et autres, l'accouchement, je ne pense pas qu'il soit gratuit. Il y a des promesses qui sont en train d'être faites au niveau encore je crois, du métro jusqu'à Yamoussoukro. Bon, je ne sais pas si le transfert de la capitale a été effectif. Donc, aujourd'hui, ce qui joue en défaveur d'Alassane Ouattara, c'est qu'il y a trop de promesses qui sont restées en suspens. Et il sera un peu, je pense que difficile. Il n'y a plus de mythes. On a des plus. Vous voyez, il ne parle plus trop de milliards, parce que le mot n'enchante plus. Et dans la conclusion, si vous voulez, dans le mot de fin de son programme, il rappelle que sur le quinquennat 2020 ou 2021-2025, son mandat est placé sous le signe de Côte d'Ivoire solidaire. Et il avance, il dit cette année, on doit être plus solidaire. Donc, il y a une rupture entre les chiffres annoncés et le social. Il y a une paupérisation qui est très avancée. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, il y a un rapport de la BAD, document pays 2018-2022, qui dit qu'au-delà de tout ce qu'on annonce, la population souffre, elle est paupérisée, en particulier les jeunes et les femmes. Donc, pour moi, il y a encore beaucoup à faire sur lui. D'accord, très bien. Alafé Ouakili. Ok, merci. Je crois que nous avons un document de 64 pages qui commence par le bilan, qui rappelle un bilan et qui dégage des perspectives. En même temps, la parole étant libre, les opinions exprimées, je pense que c'est des opinions ou peut-être des pistes d'analyse, devraient, de mon point de vue, être documentées. Il faut être un peu plus documenté. Lorsqu'il y a des audits qui n'ont pas, ou du moins des inspections qui n'ont pas abouti à des procédures judiciaires, il faut, de mon point de vue, se garder de tirer des conclusions, même s'il y a eu souvent des sanctions administratives. Lorsqu'il n'y a pas eu des documents rendus publics et que personne parmi nous ici n'a eu accès à ces rapports ou à ces audits de façon profonde, il n'est pas intéressant de venir faire des allégations et puis de mettre en cause l'intégrité, je pense, de certaines personnes et de dénoncer une corruption ou des détournements massifs ou à grande échelle. C'est important parce qu'il s'agit de cadres, il s'agit de responsables et il ne faut pas leur dénier la présomption d'innocence d'une part et il ne faut pas mettre en cause leur intégrité. Je voulais faire cette précision en disant que le RHDP a un bilan. C'est certainement parce qu'il peut faire mieux, il estime qu'il doit faire mieux, qu'il souhaite continuer et tout n'est certainement pas parfait. Les différents responsables des partis auront l'occasion de venir de défendre éventuellement ces bilans et puis répondre point par point à des affirmations et à des opinions, à des sentiments qui ont été évoqués, qui peuvent être des perceptions de personnes par rapport à leur vécu. Cela dit, le RHDP, dans son bilan, dans son programme, révèle que 457 000 ménages ont bénéficié des filets sociaux, que la CMU est étendue, il y a plus de 16 millions de personnes enrôlées, il y a le FAFSI qui a 402 000 femmes financées, et je pense que le programme a été actualisé au dernier jour, puisqu'il intègre le prix actuel du cacao, qui est de 2 800 francs. Et à côté de ce bilan et de beaucoup d'autres choses que l'on connaît, notamment la stabilité depuis 15 ans et d'autres éléments évoqués par Arthur Banga, il y a des propositions qui sont faites avec l'ambition d'étendre la CMU à 80% de la population, de renforcer le registre social unique par un meilleur ciblage, de porter à 827 000 ménages bénéficiaires des transferts monétaires, de créer l'autonomisation financière des mères d'enfants de moins de 5 ans, de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc voilà, pour revenir sur la question de la réconciliation et de l'amnistie, il est évident que ici ou ailleurs, après chaque crise, il y a toujours des amnisties. Mais je crois qu'on m'a dit un jour, un des acteurs politiques, pour lui, l'amnistie, c'est l'impunité et c'est préparer la prochaine crise. Quand on finit une crise par une amnistie, il estime que c'est une impunité et il estime aussi que c'est la voie ouverte à la prochaine crise parce que finalement, les politiques se disent que
tout finit par là. Qu'on soit à gauche ou qu'on soit à droite, chacun crée un certain nombre de situations en se disant bah, c'est la politique, on finira par s'asseoir et on finira par créer une amnistie. Donc il est important de réfléchir sur ces choses-là et puis de ne pas faire de la question de la réconciliation, de ne pas agiter cela comme un chiffon rouge à tout moment, étant entendu qu'une situation de réconciliation absolue, je ne sais pas en quoi ça consiste, la réconciliation. On en parle souvent, je crois que j'étais sur un plateau de La Quotidienne ici et j'ai posé la question, c'est quoi la réconciliation? Tout le monde est d'accord, tout le monde est heureux, tout le monde danse, mais c'est impossible dans un pays. C'est quoi la réconciliation? Qu'on nous le dise. Parce que tout le monde parle de réconciliation. En quoi la réconciliation consiste? Parce que même quand les éléphants gagnent, tout le monde danse. Ce n'est pas tout le monde qui est content. Ce n'est pas tout le monde qui danse. Quel est le moment véritable d'une bonne réconciliation? Puisque même on a beau avoir les meilleures conditions démocratiques possibles, un perdant, comme dans un match de football entre Ivoiriens, quand il y a le champion de Côte d'Ivoire, le vaincu est toujours fâché en sport. Donc je ne vois pas quelle est la bonne situation, la meilleure opportunité de réconciliation, alors que nous avons une vie paisible tous les jours qui se mélange seulement peut-être quand on arrive aux élections. Et les élections nous séparent, nous divisent, mais c'est normal qu'il y ait la compétition, qu'il y ait la tension. On aura l'occasion de revenir sur certains aspects, mais c'est ce que je tenais à dire d'emblée. D'accord. Docteur Coulibaly, je pense que vous vous êtes lancé sans forcément maîtriser le concept. Maintenant, vous avez la parole. Allez. Merci bien, M. Dirassouba. Je voulais simplement revenir sur mes propos. Bien sûr, allez-y, allez-y. Alors, c'est juste pour dire que quand je regarde le programme du RHDP, ils sont toujours dans la logique de renforcer ce qui est déjà fait. Ils sont eux-mêmes conscients du fait qu'il y a des limites, il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints et qu'il faut chercher à atteindre. Vous voyez, le premier point porte sur la stabilité, la sécurité. Le deuxième point porte sur le capital humain. Ensuite, le troisième sur le développement des infrastructures. Le quatrième sur l'agriculture. On a l'industrie. Et puis enfin, on a la promotion de la bonne gouvernance. Quand j'observe bien ces 6 points, je me rends compte que ce sont des points pour lesquels il est nécessaire pour le RHDP de continuer à travailler en vue d'apporter des améliorations pour atteindre les objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés. Pour moi, le point qui devrait être ajouté clairement, c'est celui qui concerne la jeunesse. Dans la jeunesse, on a un fourre-tout qui peut prendre en compte la question du chômage et la question de la lutte contre certaines infractions propres à cette jeunesse elle-même, des fléaux qui touchent spécialement la jeunesse. Pour moi, il faut l'ajouter. Selon ce que mes prédécesseurs ont dit et qui m'amène aussi à réagir un peu, il faut dire que pour nous, spécialistes du droit du commerce international, la dette, elle est normale. C'est le niveau qu'on regarde et les objectifs qu'on se fixe pour rembourser. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un pays puisse se développer sans être endetté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, en tant que défenseur des droits humains, il me sera difficile d'être d'accord avec l'hypothèse selon laquelle il faut une amnistie générale. L'amnistie générale, c'est le fait de dire qu'on peut tuer, on peut faire tout ce qu'on veut et que tout le monde est pardonné au même pied d'égalité et donc il n'y a pas d'infraction. On repart à zéro et on donne l'envie aux gens de répéter ce qu'ils ont l'habitude de faire et les autres se diront, bon, on peut faire les mêmes choses sans être punis. L'amnistie doit être circonscrite, mais elle ne devrait pas être générale. Très bien. Docteur Banga. J'aimerais réagir ici quand même 2-3 choses. Moi, quand j'entends certaines choses, je me suis dans le même pays. Quoi, par exemple? Quand j'entends mon ami Debout dire qu'il y a la paupérisation en Côte d'Ivoire, je me demande de quelle Côte d'Ivoire il parle. Parce qu'il ne faut pas inventer des choses. Le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement, dont la question, l'organisme centré sur la lutte contre la pauvreté, lui-même dit que la Côte d'Ivoire est passée de 55% de taux de pauvreté à 37 points. Mais en ce moment, si on a diminué, comment on peut se paupériser encore? C'est une question de logique. Je vais aller plus loin. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, plus de 437 000 ménages qui sont dans les filets sociaux. C'est des chiffres concrets qui luttent contre la paupérisation. Donc on peut venir, après tout ça, je ne sais pas c'est quel chiffre, quelle donnée qui permet à mon ami de dire que la paupérisation s'accroît en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment, je tombe des nuits quand j'entends ça. On peut tout dire, sauf que la pauvreté s'accroît en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la même Côte d'Ivoire, on parle. Toutes les données de tous les instituts qui travaillent sur la pauvreté disent que la situation s'améliore en Côte d'Ivoire, sauf vous. Il a parlé de la dette. Bon, le tout dernier rapport du FMI sur la Côte d'Ivoire, il est clair.
La Côte d'Ivoire gère bien sa dette. Toutes les agences de notation, hier, je crois que c'est Moody's ou Standard & Poor's qui a abaissé la note de la France. Au même moment, ils ont augmenté la note de la dette ivoirienne. On était à 59% de dette, on est redescendu même à 57 points de dette. Le déficit budgétaire, pour la première fois depuis 5 ans, tu peux regarder le dernier rapport du FMI, qui dit que la Côte d'Ivoire maintenant rentre dans les clous du déficit budgétaire qui est de 3 points autorisés par l'UEMOA. On ne peut pas inventer des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que quand on définit la paix, la sécurité, la stabilité comme premier axe, ce n'est pas parce qu'on a échoué en paix, en stabilité ou en sécurité. Mais si vous n'avez pas la paix, la stabilité, la sécurité, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien construire quand il n'y a pas la paix. C'est pour ça que la paix doit être le démarrage, la sécurité, la stabilité doit être le démarrage de toute réflexion stratégique. Mais pendant 15 ans, on n'a jamais été aussi en paix, en sécurité, en stabilité, surtout quand on se projette dans notre environnement. Regardez ce qui se passe chez nos voisins, rien que ça. Par rapport à ce qu'on réalise. Regardez l'état que l'armée... La dernière fois, j'ai dit aux Ivoiriens, à une conférence, je vais donner 2 images pour voir l'état de l'armée ivoirienne. En 2011, le premier tube qu'on a tous fêté ici, c'était la chanson FSI Tchokoroba de Magnifique, qui montrait l'état lamentable de notre armée, où 2 Français s'étaient affrontés, ou dans les rues d'Abidjan, on les voyait partout. Aujourd'hui, la dernière image que tout le monde a de l'armée ivoirienne, c'est le défilé du 7 août. Quel Ivoirien n'était pas fier de voir ça? Quel Ivoirien n'était pas fier de voir ce défilé qu'on a tué au prix d'excellence, que nous on a commenté avec autant de fierté et d'honneur sur notre pays? Non, mais il faut arrêter de vouloir à chaque fois salir les Ivoiriens. Ce n'est pas parce que Mais dans quel pays on ne conteste pas? Donc il y a des contestations dans un pays, ce pays n'est pas démocratique. Parce que le 11 octobre, des gens ont brûlé quelques pneus à Blocos et à Angré. Le bilan du ministre de l'Intérieur est très clair dessus. Alors la Côte d'Ivoire n'est pas stable, elle n'est pas en paix. Non, mais il faut arrêter de se moquer des Ivoiriens. On est un pays qui évolue dans tous les aspects, ce n'est même pas nous qui le disons. On peut reprocher des choses à Alassane Ouattara, oui, je suis d'accord. Mais reprocher ce que tout le monde voit, dans quel domaine ici? On parle de l'éducation. Mais oui, quelle est la donnée de l'éducation dans laquelle la Côte d'Ivoire ne progresse pas? En nombre de classes, en espérance de vie scolaire, en nombre de matières, mais tout. À partir de là, oui, on peut se dire, surtout qu'on a gouverné pendant 15 ans, qu'il faut un nouveau cap. Il faut un nouveau cap pour 2 raisons. Un nouveau cap parce que dans ce bilan positif, il y a des défis. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a des défis. Sinon, on ne serait pas à des élections. D'accord. Et deuxième chose qui est importante, dans ce nouveau cap, il y a un environnement international qui a été très bien monté. Donc, je ne vous comprends pas qu'on peut parler de paupérisation en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Qu'on peut avoir peur de la dette en Côte d'Ivoire, c'est faux. Sauf ceux qui veulent alimenter de la psychose autour de la dette et de la paupérisation. Très bien. Aouma Gaël? Alors, je vais réagir sur la question de la dette, la réconciliation et puis la répartition des richesses. Alors, au niveau de la dette, moi, je dis, c'est clair, hein, qu'on va beau être le plus grand économiste du monde, on n'emprunte qu'à ceux qui en ont. C'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays... On ne prête, vous voulez dire? On ne prête qu'à ceux qui en ont. C'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a un potentiel qui peut effectivement supporter la dette qu'on réussit à contracter la dette. La plupart de toutes les nations les plus puissantes aujourd'hui dans ce monde sont elles-mêmes endettées. Mais le problème, c'est que quand on contracte la dette, il faut que ce pourquoi l'argent a été alloué soit fait. Il ne faudrait pas que par derrière, l'argent soit alloué et puis par derrière, il y a la mauvaise gestion, les détournements et tout. C'est cela qu'on peut dénoncer à ce niveau. Parlant de réconciliation, on ne revient tout le temps que sur la question de la réconciliation. Mais quand on voit les Ivoiriens dans les quartiers, quand on les voit dans le quotidien, dans la vie professionnelle, les Ivoiriens n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Mais c'est plutôt au sommet, au niveau des politiques. Alors, s'il y a possibilité que ces politiques-là s'asseyent une bonne fois pour toutes, pour trouver une solution, moi je ne parle pas d'amnistie, ou bien je ne parle pas forcément de gracier qui que ce soit, mais on est tous Ivoiriens. De sorte que les populations au plus bas niveau de l'échelle ont pu s'empoigner souvent, et puis ont pu dépasser et vivre ensemble en communauté, il faut que nos politiques là réussissent à le faire. Et puis plusieurs fois on le voit, quand il y a les différents dialogues politiques, on les voit, ils sont bras dessus, dessous, ils sourient à la caméra, ils font les photos et tout. Mais une fois qu'on approche chaque fois vers les périodes d'élection, ils deviennent des ennemis. Est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi dans cette... Mauvaise foi de la part de qui? De toute la classe politique. Je vais le dire. Aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, est-ce que c'est possible de pouvoir voir des responsables de l'opposition avec les responsables du RHDP, du parti au pouvoir? Ce n'est pas évident. C'est comme si aujourd'hui ils sont à couteau tiré. Mais bien évidemment, il arriverait un moment
où ils finiront, et puis ils viendront encore à des dialogues où ils souriront devant nous, comme si rien de rien n'était. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi? Sur la question de la justice, c'est vrai, justice, on est tous d'accord pour la justice, mais en même temps aussi, il faut éviter le 2 poids, 2 mesures. Parce que bien de fois, pendant les 15 années de la gouvernance du RHDP, il y a beaucoup de cas quand même où on a vu que certaines personnes qui devaient être interpellées pour des choses ne l'ont pas été. Et ça, on ne peut pas, le nier. Maintenant, il y a un autre souci. C'est vrai, au plan macroéconomique, il y a des chiffres, c'est la réalité. Atu a bien développé certains éléments économiques ici au plan international qui nous permettent de dire et de reconnaître que la Côte d'Ivoire est à un bon niveau. Mais sauf que, au plan micro, honnêtement, le chômage, il y a beaucoup de difficultés. Au plan social, les Ivoiriens se plaignent trop. Ça ne va pas. Et ça ne va pas, le président de la République lui-même le sait. C'est pour ça que dans son projet, il continue de proposer des solutions pour améliorer. Donc, à ce niveau-là, si je veux m'arrêter. Très bien. Docteur Kamena, allez-y. Oui, je voudrais, dans mon propos introductif, j'avais parlé d'effets pervers. Et quand je souligne l'effet pervers, ce sont des effets indésirés. Je reviens dessus, pourquoi? Parce que tout ce qui est en train d'être dit, c'est en comparant le bilan du RHDP à partir de 2010 jusqu'à ce jour. Je prends par exemple le niveau du logement. Dans la proposition du RHDP, puisque c'est du RHDP qu'il s'agit, il avait été dit, je me rappelle très bien du discours du président, je ne me rappelle pas du mois, mais il a dit, dès qu'il prenait le pouvoir, l'une des premières réformes, c'était de transférer la capitale économique, la capitale politique à Yamoussoukro. Mais ce que nous constatons actuellement, c'est qu'il y a un énorme investissement pour renforcer l'administration au niveau d'Abidjan. Ça, c'est un écart qui est constaté. Le deuxième écart, c'est au niveau même du coût du logement. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir accès à un studio, même pour ceux qui sont à Cocody, autour de 80 000. Le coût est élevé. Alors qu'en 2010, ce n'était pas à ce niveau. Donc, c'est cet écart-là qui est observé. Et quand on nous dit que la dette permet de se développer, je comprends bien. Mais au détriment de quoi? La dette, moi, je ne partage pas le point de vue du fait que la dette participe. C'est vrai, il y a des aspects et tout, mais j'analyse plus en termes de rapport de domination. Au prix de quoi vous vous endettez et au détriment de quoi? Parce que vous proposez des choses, quand la Côte d'Ivoire va s'endetter sur les marchés, qu'est-ce qu'elle met en jeu? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, la dette, elle n'est pas un instrument, surtout qu'elle est présentée, le déficit est tellement élevé que cela met en danger les dégénérations. De quel déficit? Voilà, c'est ça. S'il vous plaît. Docteur Kamena, de quel déficit vous parlez? Vous parlez de déficit budgétaire? Non, je parle du niveau de la dette. À des D'accord. milliards, je ne peux pas chiffrer ça actuellement. Mais si je me renseigne, je sais que ça a des milliards. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous terminez votre développement. Voilà, donc vous dites que le processus de remboursement de cette dette-là va mettre en danger des générations à venir. C'est sur ça que je vais m'arrêter. D'accord. Docteur Deroux? Ok. Je vais revenir, je reprécise. Hein. Je dis je préfère l'amnistie à la justice des vainqueurs. Depuis 2011, qui dans le camp Ouattara a été jugé par rapport à la crise? Parce que c'est des élections qui entraînent des crises. Or, on sait combien de l'autre camp sont encore en prison. Or, il a dit, c'est de ça que je suis parti. Voilà, je comprends les experts. Ça aussi, c'est factuel, hein, pour parler comme les autres. Deuxième élément, je ne vais pas refaire le coup de la dette. Hein. Moi, Dieu merci que l'autre l'a déjà souligné. Je dis que l'utilisation, surtout que quand la phase Ouattara était à l'opposition, il avait déjà dit que 6 000 milliards de dettes, c'était trop. C'est ce que je dis. Revenons même sur le social, le logement. On a promis des logements sociaux comme à Brasilia, je pense que c'est l'expression, hein, on allait payer, je ne sais pas combien de mille par mois, ça n'a pas été. À telle enseigne que dernièrement, je n'ai plus la date, le gouvernement a voulu faire une inauguration de logements sociaux à Yopougon, je crois, à la cité BAE. Le lendemain, à la une du quotidien Fratmat. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont souscrit, à qui on doit jusqu'alors dans cette affaire de logements sociaux? Ça existe. Le président Ouattara a promis moderniser les quartiers précaires. On les a détruits, je n'invente rien. Voilà, peu importe les chiffres qui viennent de New York et autres, ce que j'ai dit, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle de discours triomphaliste. Je parle de discours triomphaliste. Voilà. On parle de bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance a des... Le rapport de la CDVR, si j'ai bonne mémoire, relativement à
à la crise en 2014, a insisté sur un fait par rapport à l'administration que les jeunes ont insisté pour qu'il y ait le mérite par rapport à l'accès. Est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'accès à l'emploi, les conditions de promotion sont réunies? Quand on voit certaines populations féliciter publiquement des maires pour avoir eu accès à des concours, ce n'est pas ça la compétence, ce n'est pas ça l'excellence dont on parle au niveau du... Moi, je vais en parler, parce qu'aujourd'hui, là, ben voilà. Moi, j'ai été porte-parole d'un collectif de docteurs ici. On a dénoncé des magouilles qui ont été fournies, preuve à l'appui, où le ministre a déclaré admis des gens qui n'ont pas composé. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On les a mis en prison. C'est ça la compétence? Donc, au-delà de tout ce que les gens diront, ce sont des faits. Ce sont des faits. Dernier élément, il y a eu l'inauguration, je crois, en 2020, d'une voie, je n'ai plus trop ça en tête, au niveau d'Abengrou à Bilekro. La première pierre a été posée, ça fait 5 ans aujourd'hui. Voilà. Il ne faudrait pas que la CEMU, même la CEMU, j'ai remarqué que c'est à chaque fois, on dit jamais, on donne toujours le nombre d'enrôlés, mais ce n'est pas au nombre d'enrôlés que ça se mesure. Quelle est la qualité? C'est dernièrement, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, que les produits ont commencé à s'étendre. Banga, même ici, sur un plateau, l'a dénoncé un jour. Voilà, on l'a dénoncé. Et le prix du cacao, le prix du cacao, le prix des planteurs, le président Ouattara, quand il était alors opposant, a dit qu'il avait parlé, je crois, d'un certain pourcentage au niveau de l'international. Voilà. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour revitaliser la CEMU. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour faire un prix bon, accessible, même quand il y a une large différence avec le prix au niveau international. C'est ce que j'ai dit. Donc, je n'ai rien inventé. Les Ivoiriens, dans leur réalité, ont des problèmes. Un étudiant, un ordinateur, ce n'est pas une réalité. L'accouchement gratuit, ce n'est pas une réalité. Le social, même les États dits développés. Pourquoi il y a un problème aujourd'hui en France? Parce que même les États dits développés, aujourd'hui on ne parle plus trop de capitalisme parce que l'État se permet, il y a certains domaines au niveau du social où l'État doit faire l'effort d'accompagner pour éviter un désordre. Voilà. Au niveau de l'électricité, je vais terminer par là. Il y a eu des matchs, je crois, en juillet 2016. Bouaké, qui était la capitale d'une révolution qui a permis l'accession de beaucoup d'hommes, je dirais, du RADP au pouvoir. À Bouaké, le siège du RD a été saccagé parce que le coût de l'électricité avait augmenté. Le mois d'août, si j'ai bonne mémoire, le président Ouattara a fait un discours où il a dit qu'il allait mettre fin au monopole qui serait à la base. C'est les choses que je n'ai pas inventées, c'est ce que je suis en train de dire. Donc dans le social, le kilowattheure d'électricité, il n'est pas abordable. Le mètre cube de l'eau, il n'est pas abordable. Ça n'a pas besoin des rapports du PNUD. C'est ce que je dis, c'est vérifiable. Ben voilà. D'accord, très bien. À la fin, Wakili. Bon, dernier point, je pense qu'il y a peut-être un monopole de fait, mais pas un monopole de juré dans la loi. Donc, s'il y a des opérateurs économiques, s'il y a des gens qui ont envie d'agir dans la distribution de l'électricité, il n'y a pas de problème. Maintenant, la production est libre. C'est les coûts de production qui peuvent expliquer un certain nombre de choses et non un monopole éventuel. Sur la justice, il faut dire que la justice parfaite n'existe pas. On a vu que l'actuel président américain a failli être un prisonnier, il est même condamné. Il y a encore des procédures à la justice. Et lui-même, dans son propre pays, tout président qu'il est, il passe son temps à dénoncer des juges gauchistes ou je ne sais quoi. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on dénonce une justice des vainqueurs, comme si on voulait une justice des vaincus. On a l'impression que c'est les vaincus qui veulent que leur justice soit exécutée quand ils dénoncent la justice des vainqueurs. C'est un débat ancien. Ça fait 15 ans qu'on est dedans. On doit pouvoir évoluer un peu. La justice des vainqueurs, au Sénégal actuellement, c'est quelle justice on a? C'est quelle justice on a? Hier, peut-être sous le président Macky Sall, c'était la justice des vainqueurs. Aujourd'hui, quelle justice on a? Avec peut-être un Premier ministre qui se plaint de cette justice qui le rend encore inéligible, mais qui traque certaines personnes qui dénoncent aussi la justice des vainqueurs. Terminons par la France. Certains peuvent applaudir les déboires de Sarkozy. Mais lui, il dénonce, il n'est pas content. Marine Le Pen, elle dénonce, elle n'est pas contente. Des magistrats sont menacés en France, pays démocratique. Donc, quand on connaît tout cet environnement, on essaie d'être prudent quand on parle. Et puis, je continue sur la dette pour dire que, voyez-vous, la Côte d'Ivoire doit avoir en termes de ressources internes à peu près, disons, je ne sais pas les chiffres précis, comme vous-même dites, tout le monde n'était pas précis. On peut penser que la Côte d'Ivoire elle-même a 8 000, 9 000 milliards par an. Mais lorsqu'on a fini de payer les salaires, lorsqu'on a fini de payer quelques frais de fonctionnement de l'État,
et une partie de la dette, mais il ne reste plus rien. L'État est au rouge. Peut-être même avons-nous à peine la capacité de gérer ça. La Côte d'Ivoire elle-même peut-être ne gagne que 8 à 9 000 milliards en interne, en ressources fiscales, ou 8-9 000 milliards. Quand on a fini de payer les salaires, quand on a fini de payer les charges de l'État et régler quelques petits problèmes, on ne peut même pas peut-être approvisionner les hôpitaux. On ne peut rien donner aux écoles. On ne peut rien construire. C'est cela la réalité de la dette. Et je pense, moi je suis pour qu'il y ait de plus en plus de transparence et que les dirigeants viennent pour dire. Ça existe d'ailleurs dans le budget, mais très peu lisent le budget. Le budget est public, cette transparence est à la disposition de tout le monde. Mais ils ne le lisent pas, les uns et les autres qui parlent. Lorsqu'ils parlent des affectations de la dette, personne ne lit. Il est important que chacun lise le budget et sache que sur les 17 000 milliards, voici ce que la Côte d'Ivoire dépense pour les fonctionnaires. C'est qu'elle dépense pour tous ses agents. D'ailleurs, les ratios dits ont été élevés et la BCAO a des critères, il fallait les diminuer, les salaires. Il doit y avoir une part des ressources fiscales ou autres. On essaie de faire des efforts, mais c'est difficile. Il y a les charges de l'État. Pendant ce temps, alors que c'est déjà élevé, la prime est réclamée. Si on entre dans la prime pour les enseignants, ça fait 500 milliards à 1000 milliards en plus. Mais je pense que peut-être pour faire baisser la pression à un moment donné, peut-être si l'élection passe, s'il y a d'autres perspectives, le président, à côté des efforts qui sont faits, ou le gouvernement, il pourrait encore accéder à une partie de ces primes. Mais c'est encore peut-être la dette. Toutes les augmentations qui ont eu lieu depuis des années, avec les accords sur la trêve, on nous parle de 500 milliards, de 1000 milliards. Mais c'est l'argent qu'on ne produit pas forcément. Tout ça, la dette est tirée dedans. Il est important, je pense, je lance cet appel, au-delà des débats de campagne, des débats politiciens et partisans, il est important qu'à un moment, les spécialistes de la question viennent pour dire la dette, voici ce qu'on a pris. Aujourd'hui, on est à 40-50 000 milliards, mais ça a été investi, ça n'a pas été détourné. C'est des soupçons, des allégations de détournement sans aucune preuve. Et il est important que dans des débats publics sérieux, on sort des soupçons, des allégations et des incantations. Des incantations, des détournements, des suspicions qui ne sont pas fondées sur des faits. C'est très, très important dans le discours public qui doit être très rigoureux. Donc, je tenais à dire ces choses-là. Et puis, on aura certainement l'occasion de revenir sur... D'accord, surtout qu'on doit passer au prochain candidat. Arthur Manga. Il faut éviter les choses qui sont fausses. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des chiffres et de ne pas prendre son ressenti. D'abord, un historien doit le savoir parce qu'on travaille sur des sources. Je demande à tous les internautes qui nous suivent de taper prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Tu peux taper des roues. Parce qu'il a dit que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est un mensonge. Allons doucement. Hein. Non, les prix ils vont taper, ils vont lire ce que je lis. Les prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest varient considérablement avec des tarifs souvent plus élevés dans des pays comme le Bénin, 127 francs le kilowattheure, le Mali, 109 francs le kilowattheure. D'autres pays comme la Côte d'Ivoire, environ 79,86 francs le kilowattheure pour les ménages. C'est un mensonge de venir dire en Côte d'Ivoire, c'est plus cher. D'autant plus qu'au Burkina, c'est 121 francs CFA le kilowattheure. C'est pour ça qu'il faut arrêter de prendre votre faux ressenti pour ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est structuré. Sur lesquels on fait des recherches, des enquêtes. Vous avez menti tout de suite sur le prix du kilowattheure parce que pour vous, les chiffres, il faut les rejeter. Il faut aller, si on a croisé quelqu'un qui a fait, donc on a fait. Si on a croisé quelqu'un qui a mangé, donc on a mangé. C'est faux. Et tu es un historien, c'est dangereux. Allons doucement. On travaille sur des sources, sur des chiffres, sur des données. Et les données du kilowattheure sont là, elles sont claires. La Côte d'Ivoire, elle est un des pays qui a le prix de l'électricité le plus bas en Afrique de l'Ouest. Arrêtez de dire des choses fausses à la télé aux heures de grande écoute. D'accord, très bien. Docteur Koulibaly. Oui, je dirais que je comprends le collègue. Hein. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont tellement d'attentes et c'est normal. Nous attendons beaucoup de ceux qui nous dirigent. Donc, c'est normal qu'il y ait ce genre d'appréhension. Mais honnêtement, au niveau de la dette ivoirienne, je reviens là-dessus. Lorsque vous allez sur le site du ministère de l'Économie et des Finances, vous verrez que le budget est en ligne. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire n'est pas secret. C'est un document qu'on peut télécharger, lire et voir les lignes de financement. Et nous qui sommes dans l'administration, on sait qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en cours de réalisation. Donc, on pourrait dire que quelque chose est réalisé. Je préfère ne pas me prononcer sur les questions de corruption. Parce que parler de corruption, il faut avoir des preuves. Le soupçon, c'est normal,
le bénéfice du doute, c'est normal. La présomption d'innocence, c'est normal. Tant que nous n'avons pas des enquêtes sérieuses démontrant qu'il y a eu des corruptions, je considère ça comme juste des soupçons, des appréhensions. Mais ce qui est important, c'est de se rendre à l'évidence que nous sommes dans l'ère du libéralisme. Et dans le libéralisme, un État ne peut pas prétendre se développer sans contracter des dettes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se contenter de nos ressources intérieures et se développer comme on veut, sauf si on veut se développer à pas de tortue. Mais en voulant un développement rapide, il faut forcément renforcer les ressources intérieures par des apports extérieurs. Le plus important, c'est de se demander est-ce que nous avons les capacités de rembourser les dettes que nous contractons. Si oui, est-ce que nous les affectons à des dépenses permettant à l'État de Côte d'Ivoire de se développer? Si oui, c'est normal. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on peut passer au prochain candidat, si vous le voulez bien, monsieur, ou quelqu'un veut revenir sur le premier sujet? Bon, si vous permettez. Hein. Oui, allez-y. Alors, je n'ai pas dit que c'était excessif. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Et je souhaiterais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Demander à Je vais réitérer, hein, je suis désolé. C'est dangereux pour un historien. C'est la seconde fois que je vais réitérer. S'il vous plaît. Voilà, je vais pas quand même. On a bien commencé, les gens nous suivent. Allons-y doucement. J'ai dit, je vais recadrer parce que vous ne pouvez pas sortir mes propos de leur contexte. Au niveau du social, la politique qui a été menée, il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues. On a parlé de mettre fin au monopole parce que le coût de l'électricité... Ici, on n'est pas au Burkina, voilà, on est en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le président burkinabé qui a été élu. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, s'il vous plaît, ne pas... Pardon. Si Arthur souhaitait pendant que je parle, je pense que ça va faciliter les choses. Non, s'il vous plaît, laissez-moi faire la police. Vous avez la parole, allez-y, parlez. D'accord, donc c'est ce que je vais dire. Alors, je réitère pour dire, vous voyez que le niveau social, personne n'en parle. Hein. On prend des coûts, voilà. Je n'ai pas dit que c'est le plus élevé dans la sous-région. Nous, notre capacité productive d'électricité, ce n'est pas la même chose que dans les autres pays, donc on ne peut pas avoir le même coût. On ne peut pas avoir le même coût. Alors, revenons encore à un élément important pour montrer que le social est raté. Quand un pays est développé, on ne le fuit pas. La Côte d'Ivoire a un taux très élevé au niveau des jeunes. Bon, un pays est développé et les jeunes quittent le pays. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, j'oublie l'année, disait une fois que quand en Tunisie, il y a peut-être 5 ou 6 corps qui sont repêchés, il y a 3 Ivoiriens, c'est vérifiable. Hein. Un pays qui va bien, il ne fait pas fuir. Un pays qui crée des richesses, on reste pour les... Vous voyez Trump, aux États-Unis, il barricade, il y a une police contre l'immigration parce que les gens viennent dans son pays. Mais les Américains ne fuient pas le pays. Voilà. Donc il y a aussi un contraste. Je résume pour dire qu'il y a un contraste entre les chiffres annoncés, c'est ce que j'appelle le discours triomphaliste de la croissance et les réalités. Au niveau du social, c'est un échec. Ben voilà. Très bien. Ali, permettez-moi de réagir. Ah, décidément. Bon, allez-y rapidement. Non, M. Deroux, vous avez dit que le prix du kilowattheure à Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est inaccessible, là, c'est faux. Parce que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est l'un des plus bas en Afrique de l'Ouest. Vous avez parlé de l'immigration. D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé sur le profil des migrants. Effectivement, le profil des migrants, docteur Fofana en avait parlé la dernière fois, beaucoup ont ri. Non, le profil des migrants, un pauvre ne migre pas. Hein. La migration, là, pour quitter ici, jusqu'en Tunisie, c'est 2-3 millions. Donc, ce n'est pas les questions d'argent. Ce n'est pas un pauvre qui migre. Un pauvre ne migre pas. Hein. Un pauvre ne peut pas migrer. Donc, quelqu'un qui a 3 ou 4 millions dans son pays pour migrer, il n'est pas pauvre. Il a d'autres aspirations. En fait, quand on parle du socialisme, c'est faux. Le social est bon. Et comme vous ne voulez pas avoir des données, vous refusez d'avoir des sources, moi, je dis aux Ivoiriens, chacun a son ressenti. Donc, on va tous se ficher sur les ressentis. Qui mesure le social dans le monde? C'est le PNUD. Il a un taux qu'on appelle le taux de pauvreté. Si le taux de pauvreté a baissé, c'est que ta politique sociale est bonne. Il y a un autre truc qu'on appelle l'IDH. Si ça a augmenté, c'est que ta politique sociale est bonne. Et donc, quand je me fixe ces deux choses-là, la Côte d'Ivoire a réussi des choses, des performances qu'elle n'a jamais obtenues. Donc, se venir s'asseoir tous les jours, comme on entend souvent, les chiffres macro sont bons, mais le micro est mauvais, c'est faux. Parce que dans la politique, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, depuis 70 et les années 80, on ne paye plus de filets sociaux. C'est la première fois qu'on le fait. La CMU, j'étais le premier à dire que la CMU ne fonctionnait pas. J'ai rattrapé ça, puis je suis venu dire que j'ai mon ami qui s'est fait un scanner à l'hôpital de Toumaudi à 2000 francs avec sa CMU. Pas plus tard que hier, dans tous les hôpitaux qui sont fichés,
qui sont reconnus, 70% des examens des diabétiques et des hypertendus sont pris en charge par la CEMU. Donc venez dire que la politique sociale, quand on dit que la politique sociale, on doit évoluer, oui, mais dire que c'est un échec, c'est faux. C'est totalement faux. Et les chiffres l'attestent. Les chiffres du PNUD, les mesures de la CEMU, je peux encore citer beaucoup de chiffres qui l'attestent. Tu as peut-être un problème avec les chiffres, arrête de te tromper, c'est un faux ressenti. Ces chiffres, c'est la méthode de l'historien. Merci Arthur, on vous a entendu. À la fin, rapidement. En espérant qu'on en finira quand même, je veux dire qu'il y a environ 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire en ce moment. Et le lot d'Ivoiriens à l'étranger qui forment la diaspora et qui fait qu'on parle de la 32e région, si on met les 2 districts, ça fait 34 régions. Le lot d'Ivoiriens de la diaspora, si on fait le rapport, on peut peut-être à 5 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Sur la liste électorale, ça ne vaut pas... Ça ne vaut pas 10%, ça peut être 2, 3, 5%. Donc, quand vous dites que les Ivoiriens fuient leur pays, vous êtes là, vous n'avez pas fui. Pourtant, vous n'êtes pas riche. Ceux qui partent savent pourquoi ils partent. Il y a plusieurs raisons. Et il y a des expatriés de France ailleurs, des Américains. Oui, tous les Américains ne sont pas en Amérique. Ce n'est pas parce que leur pays est pauvre. Il faut vraiment éviter d'être excessif. Nous reconnaissons que tout n'est pas parfait dans le pays. Il y a des choses, mais il faut peut-être éviter de dire des mots pouvant choquer et n'ayant pas forcément un rapport avec la réalité. Puisque même sous la Côte d'Ivoire du miracle, avec le président Houphouët-Boigny, c'est là que les Ivoiriens ont commencé à aller à l'étranger. Même si on se moquait des Ivoiriens pour dire qu'ils ne voyagent pas. Ils pensent qu'ils sont le centre du monde, il n'y a rien d'ailleurs. Mais les premiers Ivoiriens partis en France, c'est sous Houphouët-Boigny. Les premiers exilés partis aux États-Unis, restés pour avoir d'autres nationalités ou autres, c'est sous Houphouët-Boigny. Donc vraiment, il faut éviter, c'est ce que je voulais dire en espérant qu'on pourra avancer. Très bien.